Donc la suite de la séance qui reste toujours donc, dans ces nouvelles technologies et pour une thérapie interventionnelle. En fait, ça commence par le diagnostic. Les outils nous permettent d'affiner les diagnostics et donc de mieux traiter nos cibles thérapeutiques. Et je passe la parole à Pierre Moser, qui a une expérience extrêmement importante sur les biopsies de prostate, la fusion d'images, donc avec un système qui s'appelle Coelis. Pierre, c'est à toi. Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je tiens à remercier vraiment François Richard, qui est le président. Et si je le remercie, c'est que c'est lui qui m'a embauché à la Pitié. Donc on a toujours un petit pincement au cœur en y pensant. Donc moi, les travaux que je vais vous présenter, c'est des systèmes de fusion d'images. Et rien ne se fait tout seul. Je remercie encore d'ailleurs l'Académie de chirurgie, puisqu'en 2003, on m'avait donné un prix, le prix Duval-Marjolin, qui était sur vraiment les prémices de cette technologie qu'on a développée. Sachant que, de nouveau, j'insiste sur le côté équipe, puisque quand on fait de la fusion d'images, vous allez voir ici avec de l'IRM, faut des radiologues. En l'occurrence, je travaille avec Raphaël Renard-Pena. Puis une fois qu'on a fait des prélèvements, faut les analyser en anatomopathologie, et on travaille avec Eva Compérin. Initialement, c'est des travaux qui ont été développés à Grenoble, au sein d'un laboratoire exceptionnel. Et alors, si de temps en temps on peut faire cocorico, je tiens à le faire, avec un particulier, quelqu'un qui s'appelle Jocelyne Trocaz, qui a une envergure mondiale dans ces thématiques-là. Et peut-être ne le savez-vous pas, mais les systèmes de navigation qu'on utilise aujourd'hui en chirurgie dans toutes les spécialités et dans le monde entier, conceptuellement, ça a été inventé par un Français qui s'appelle Philippe Cinquin, qui est polytechnicien et médecin, et je crois que c'est important à chaque fois de lui rendre hommage. Actuellement, ces travaux continuent au sein de l'ISIR, qui est à l'université Pierre et Marie Curie à Paris. Alors, il est de bon ton maintenant de toujours présenter ces conflits d'intérêts, c'est comme ça. J'en ai sur le papier, mais pas, ça reste du papier, c'est pas du papier monnaie, dans le sens où c'est uniquement un titre et ça rapporte pas d'argent. J'en parle surtout parce qu'actuellement, à l'assistance publique, avec mon employeur, les choses vont peut-être changer de façon drastique, puisque notre directeur en a même écrit un livre. Alors, pour ce qui est des biopsies de prostate, les biopsies de prostate restent aujourd'hui la seule méthode pour prouver le diagnostic. Et elle est essentielle. Ensuite, l'analyse du résultat de ces biopsies va permettre de choisir le traitement du patient. Et ce traitement peut aller de la simple surveillance active, c'est-à-dire qu'on va le voir tous les 6 mois, tous les ans, à un traitement radical, la prostatectomie radicale. Et pour le patient, ce n'est pas du tout le même tarif entre avoir une surveillance et un traitement radical. Et l'ensemble de cette décision se fait à partir de ces fameuses biopsies qui sont faites sous échographie, avec un guidage, avec une sonde par voie endorectale. Et ce qui est important de comprendre, c'est que dans les soins courants, actuellement, majoritairement, les biopsies ne sont pas dirigées vers une zone atypique dans l'image échographique, tel que ça peut être le cas par exemple dans le rein, mais les biopsies sont échantillonnées au sein de la glande à partir de la représentation cognitive que l'opérateur se fait de la forme de la glande issue de l'imagerie échographique. Et c'est ça qui est important de comprendre. Alors, il y a des challenges. Le premier d'entre eux, c'est qu'il y a des mouvements du patient. Ça se fait le plus souvent sous anesthésie locale. Il faut savoir que c'est un geste qui est réalisé très fréquemment, puisqu'on considère qu'en Europe, il y a 1 million de patients par an qui ont des biopsies de prostate, dont 150 000 en France, et aussi 1 million en Amérique du Nord. Donc ce flux de patients nécessite de le faire sous anesthésie locale, et c'est relativement bien toléré, avec une échelle de douleur sur une échelle visuelle analogique de l'ordre de 1 quand les cotés sur 10. La deuxième chose, c'est que quand on rentre la sonde endorectale, il y a des mouvements de la prostate et des déformations de celle-ci. Et l'opérateur doit se représenter ça d'un point de vue cognitif. Alors, juste une petite chose pour illustrer ce qu'on appelle les mouvements de la prostate. Ça ne marche pas, la vidéo. Voilà. Alors là, on va être embêté si on... Bon. Non, on peut activer la recopie vidéo peut-être. Voilà, on voit une prostate qui bouge du coup. Et donc là, ça c'est ce que je veux vous montrer, dans le sens où qu'est-ce que c'est que cette image-là? C'est des images d'un scanner. Un patient est resté un quart d'heure sur un scanner, et toutes les 15 secondes, on a fait une image de façon à ce que le patient ne bouge pas. Et ce qui est intéressant,
de voir, c'est que ici, la symphyse pubienne ne bouge pas, mais par contre, la prostate qui est ici bouge de façon relativement importante. Et on estime que les mouvements peuvent être au moins de 2 à 3 cm dans le sens crânio-caudal et de 2 cm dans le sens antéro-postérieur. Alors ça laisse rêveur quand on se dit qu'on nous explique qu'on fait de la radiothérapie avec une précision millimétrique. Voilà, comme ça on peut être juge de ce qui se passe à l'intérieur du patient. Alors, le fond du problème, c'est que les urologues sont bien au courant que la précision de ces biopsies n'est pas aussi bonne. Quand on fait des biopsies à un patient et qu'on dit « Ah, la biopsie est positive au niveau de la base droite », et qu'ensuite on lui fait une prostatectomie radicale et qu'à ce moment-là, on a l'ensemble de la pièce, qu'on la coupe en tranches, et ben on s'aperçoit que là, à ce moment-là, ce n'est pas forcément convergent, et le problème vient donc forcément de la réalisation des biopsies. Alors, partant de ce principe-là, de nombreux laboratoires de recherche ont cherché à améliorer ce soin, et c'est ce que nous avons fait. Et là, voilà comment ça se passe en pratique. Le patient est en décubitus latéral gauche, ici, bon, avec un appareil d'échographie 3D au milieu, et à la gauche de l'écran, un appareil qui implémente des algorithmes qui permettent déjà de réaliser une cartographie. Alors comment ça marche? On ne change pas le processus clinique du tout, on utilise juste une sonde endorectale qui a pour elle la capacité de réaliser des acquisitions échographiques 3D de la prostate. Comment ça marche? On appuie sur un simple bouton et à ce moment-là, l'ensemble de la prostate, pas une coupe 2D, mais directement un volume apparaît, sachant que la taille de l'information issue de cette image est de l'ordre de 0,2 mm. Alors, comment ça marche conceptuellement? Eh ben, on a un volume qu'on appelle 3D de référence, et puis à chaque fois qu'on va bouger la sonde et qu'on va avoir un volume échographique 3D, une fois, par exemple, 2 fois, ici par exemple 3 fois, eh ben, par des méthodes informatiques, on est capable ensuite de les mettre toutes au sein du même volume qui est représenté ici. Alors, en vidéo, si elle marche, ça représente ceci en pratique, c'est-à-dire que quand on fait les biopsies, on voit apparaître dans le volume échographique ici l'ensemble des prélèvements qui sont réalisés. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en général, on réalise une douzaine de prélèvements qui sont ici représentés. Et il s'agit donc d'une imagerie échographique 3D. Donc, vous allez me dire, OK, mais est-ce que ça a du sens de faire ça? Est-ce que ça a du sens de prendre un ordinateur en plus pour contrôler ce qu'on fait? Alors, initialement, dans notre pratique clinique, au tout début, on a la chance d'avoir souvent à la Pitié des internes vieux semestres qui sont en interchu. Et plusieurs d'entre eux m'ont expliqué qu'ils avaient déjà fait 200, 300 biopsies et qu'ils les faisaient très bien et qu'ils ne trouvaient pas l'intérêt d'utiliser ce genre de dispositif. Alors j'aurais dit très bien, tu vas faire les biopsies et moi je vais contrôler sur l'écran ce que tu fais. Et voilà sur les images pour 2 patients différents avec une coupe frontale, avec en haut la base, en bas l'apex, à droite la partie droite bien sûr et à gauche la partie gauche. Et on voit que pour le patient 1, la base n'a pas du tout été échantillonnée. Pour le patient 2, on voit que sur les bords latéraux, eh ben, les prélèvements n'ont pas été réalisés. Et donc, quand on a le retour de ce qu'on fait, comme toujours, on s'améliore. Et là, c'est un peu ce qui a été prouvé déjà par une autre équipe qui est située à Genève, par Arash de Gorski. Et qu'est-ce qu'il a mis en évidence, Arash? Il a mis en évidence que ça influait sur le taux de détection de cancer. C'est-à-dire qu'avant, à population homogène, quand il utilisait la méthode habituelle de la routine clinique simple 2D, sans retour visuel, de façon à voir ce que l'on fait, il avait une détection de 22%. 22% des patients présentaient un cancer. Alors qu'avec le retour en 3D, il augmente de façon très significative le rendement de ces biopsies, puisqu'il augmente alors son rendement à 39%. Donc il passe de 22% à 39%. Est-ce que c'est vrai ailleurs? Oui, c'est vrai ailleurs, par exemple en Belgique, où Alexandre Pelletier, lui, pour 2 populations homogènes, la même chose, soins courants, échographie 2D, deuxième bras, échographie 3D, et il met en évidence que son taux de cancer de détection passe de 34% à 50%. C'est aussi l'expérience que l'on a à la Pitié, où on a exactement les mêmes chiffres. Alors, OK, très bien, actuellement, ce qui se passe, c'est que dans le domaine de l'imagerie de la prostate, une révolution est en marche, et cette révolution, ça s'appelle l'IRM. Parce que jusqu'ici, en routine clinique, le patient, il vient parce qu'il a une augmentation de son taux sanguin de PSA, et on lui dit tout de suite, monsieur, on va vous faire des biopsies, un peu comme je vous ai montré. Et actuellement, l'imagerie IRM est en train d'émerger comme une modalité d'imagerie qui permet de voir le cancer au sein de la glande. Ainsi, Barents a rapporté très récemment, en novembre, donc ce mois-ci, une valeur prédictive négative de l'ordre de 100%
avec l'imagerie IRM. Alors, pourquoi faire de l'IRM? C'est pour guider les prélèvements et ainsi ne plus être obligé de faire cet échantillonnage au sein de la glande, mais plutôt de les guider vers des zones particulières. Ça permettrait bien sûr de diminuer la morbidité, de diminuer la charge de nos travaux anatomopathologistes et puis surtout d'améliorer le staging. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que même il y a des scores qui sont en train d'être développés. Il y a des groupements essentiellement européens qui sont très en avance, et en particulier il y a l'ESUR qui a développé 2 scores, un score subjectif qu'on note de 1 à 5, c'est-à-dire que le radiologue regarde l'IRM et dit « Oh là là, la lésion, là, 1 c'est rien du tout, et 5 c'est un cancer de façon certaine ». Et puis il y a bien sûr le continuum. Et puis après, il y a un score objectif qui, lui, est coté de 3 à 15. Pourquoi ça? Parce que quand on fait une IRM de la prostate, il y a 3 séquences, la séquence T2, la séquence de diffusion et la séquence de perfusion. Chacune de ces séquences est notée de 1 à 5, et on en fait la somme, et c'est en quelque sorte le Gleason de l'IRM. Alors, souvent, quand on parle avec des radiologues, ils nous disent « Moi, il n'y a pas de problème, je regarde l'IRM, et puis dans ma tête, je me représente où est la lésion, et puis après, en échographie, hop, je vais aller mettre l'aiguille dans cette lésion. » Alors je dis très bien, mais le fond des choses, c'est que vous avez représenté ici les plans échographiques issus d'une échographie de prostate. On voit, pour 3 positions différentes, l'inclinaison du plan échographique. Mais par contre, quand on fait une IRM, eh ben, les plans ne sont pas du tout les mêmes. Si au niveau de l'apex, qui est à droite de l'écran, on voit que grosso modo ça peut être la même chose, on voit bien qu'à la base, on n'a pas du tout le même plan et la même représentation sur les images de ce qui est fait. Donc là, d'un point de vue cognitif, être capable de recaler tout ça, eh ben, faut forcément avoir beaucoup de talent. Alors ceci étant dit, comme il y a une variation individuelle qui est assez importante, les gens qui font des sciences cognitives ont bien isolé que dans la population générale, il y avait de l'ordre de 30% des gens qui avaient une excellente représentation 3D, et puis les 70 autres étaient nettement moins bons. Alors ça, c'est comme ça, mais toujours est-il que je ne vois pas pourquoi ça changerait parmi les radiologues et les urologues par rapport à la population générale, et donc du coup, il y a des systèmes de fusion d'images, là, multimodales, qui ont été développés. Juste conceptuellement, il faut juste comprendre qu'il y a 2 types de fusion. La première, rigide, c'est-à-dire qu'on va choisir 3 points dans l'IRM, 3 points dans l'échographie 3D, et puis on fait des mathématiques pour minimiser des distances entre chacun de ces points, et on obtient une fusion de cet ordre-là. Sachant que la précision qu'on peut en attendre est de l'ordre de 10 mm. Par contre, on peut faire quelque chose de plus précis, faire de la fusion élastique, c'est-à-dire que là, on prend directement le contour de la prostate issue de l'IRM, on a le contour issu de l'échographie 3D, on calcule des distances entre les points, on applique des champs de déformation, et à ce moment-là, on les fusionne en prenant en compte les déformations. Et là, on obtient une précision de l'ordre de 1 à 3 mm. Alors, juste rapidement, pour vous illustrer ce que ça donne, plus exactement, je vais passer rapidement sur le début pour vous montrer. Voilà, ici, vous avez donc l'imagerie échographique, et ici, l'imagerie IRM qui apparaît de la prostate. L'IRM et l'échographie. Alors ça a été publié dans pas des revues d'urologie, mais des revues scientifiques ayant trait au traitement d'images, et la précision est de l'ordre de 3 mm. Alors voilà, ici en fait, on a la petite boule jaune que vous voyez dans l'image échographique, c'est la cible qui est issue de l'imagerie IRM, et on réalise des biopsies virtuelles, en fait. Donc ne pas faire de biopsie, on dit, tiens, si je biopsie à cet endroit-là, est-ce que je serai effectivement dans la cible, et on le contrôle. Et donc on arrive, comme ça, à réaliser des biopsies pile dans la cible, comme vous pouvez le voir ici sur cette vidéo. Alors on peut en réaliser ici 2, et c'est ce qu'on obtient ici. Après, on contrôle de nouveau dans l'IRM, et on obtient un maillage de ce qui a été réalisé, donc une véritable image numérique avec la localisation de l'ensemble des prélèvements. Et puis ensuite, bien sûr, les biopsies positives ici apparaissent en rouge et les biopsies négatives en vert. Alors, quelle est notre expérience? 2 exemples cliniques pour vous illustrer ça. Le premier cas, un patient de 63 ans qui a un toucher rectal normal, un PSA à l'ordre de 4,5 et une petite prostate, somme toute, qui est de 30 mm. On voit très bien sur l'écran ici la cible qui a été sélectionnée. On a réalisé des biopsies qui sont représentées en haut à droite. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, l'apport de la réalisation de ces biopsies a permis, sur les biopsies ciblées, qui sont les dernières, de mettre en évidence que le patient avait un cancer plus agressif que sur les biopsies standards, puisqu'on a retrouvé un Gleason 8, alors qu'il était uniquement de 7 sur les autres carottes.
Deuxième exemple, pour illustrer ça, là, un cas particulier, 68 ans, toucher rectal normal, un PSA 7,4, une grosse prostate quand même, 73 ml, supérieure à la taille moyenne. Et ici, ce qu'on appelle une cible antérieure. C'est-à-dire que cette cible est dans la partie antérieure de la prostate, et quand on fait des biopsies standards, eh ben, c'est une cible, c'est un endroit qu'on ne touche pas. Alors partant de ce principe-là, ce patient a eu donc le soin courant, 12 biopsies standards, plus 3 biopsies ciblées, et seules les biopsies ciblées ont été positives, avec jusqu'à 7 mm de cancer Gleason 6. Donc là, c'est typiquement un exemple qui peut illustrer ça. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole et je vais terminer avec cette petite étude que nous avons réalisée donc à la Pitié. Donc, l'objectif, c'était de comparer du soin courant avec 2 ou 3 carottes dirigées vers une cible IRM chez des patients qui ont un PSA inférieur à 10 et qui devaient bénéficier d'une première série de biopsies de prostate. Alors, c'est une étude monocentrique avec un enregistrement prospectif des données et tous ces patients ont une IRM multiparamétrique qui mettait en évidence une lésion supérieure à ou égale à 3 sur l'échelle de Likert, le fameux score PIRADS dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, chaque patient a bénéficié par le même opérateur donc, du protocole standard, 12 carottes, et puis ensuite de 2 à 3 carottes ciblées à l'aide de ce dispositif qui est l'Urostation, qui est français. Alors, il y a des débats dans la communauté urologique pour savoir qu'est-ce qu'un cancer cliniquement significatif. On a retenu pour cette étude un qui est relativement consensuel, qui est la longueur maximum de cancer supérieure ou égale à 4 mm ou la présence de Gleason 7 sur ces biopsies. Qu'est-ce qu'on a mis en évidence? On a vu 154 patients dans l'étude, une population moyenne qui est rapportée dans toutes ces études avec un PSA moyen de l'ordre de 6,5 et une prostate de l'ordre de 44 mm. Les cibles, en général, on rapporte des cibles de l'ordre de 10 mm, avec 12% de cibles antérieures, le deuxième exemple de patient que je vous ai présenté. Les biopsies n'ont pas été réalisées par une seule personne, un seul expert. Non, il y a eu 4 urologues différents et une radiologue, ce qui est important si on veut diffuser ce genre de technologie. Et puis, il y a eu en médiane 2 biopsies ciblées qui ont été réalisées. Alors, quand on regarde déjà au niveau des carottes, c'est-à-dire que chacun des petits prélèvements, on va les analyser, on va comparer donc les carottes standards versus les carottes ciblées dans un premier temps, et après, on fera une analyse par patient. Sur les carottes standards, on s'aperçoit déjà qu'elles sont nettement plus souvent positives dans le bras ciblé que dans le bras standard. Et en plus, elles sont nettement plus longues, elles font 8 mm en moyenne lorsqu'elles sont positives dans le bras ciblé que dans le bras standard, l'ensemble de ces résultats étant statistiquement significatifs. Alors, après, quand on regarde au niveau du patient, c'est-à-dire que ces patients, très bien, quels auraient été les résultats si au lieu de leur faire le soin courant, 12 carottes, on leur avait fait uniquement 2 à 3 carottes ciblées? Et bien ce qu'on montre, c'est qu'on retrouve 56% de cancer chez les patients qui ont une carotte positive standard et 53% juste si on leur avait fait des ciblés, ce qui veut dire, et cette différence est non significative. Par contre, si on regarde au niveau du cancer cliniquement significatif, ce qui nous importe aujourd'hui, parce qu'on ne veut pas faire de surdiagnostic, on s'aperçoit qu'on diagnostique du cancer cliniquement significatif chez 35% des patients qui ont eu des carottes standards. Et si on leur avait fait uniquement des carottes ciblées, on aurait diagnostiqué plus 42%, avec une différence qui est significative. Ce qui veut dire que, en leur faisant que juste 2 à 3 carottes standards, on aurait fait moins de trous dans la prostate, on aurait probablement une morbidité, je dis bien probablement parce que ce n'est pas prouvé, inférieure, et un rendement supérieur. Alors, ce qui est intéressant, c'est ceci, c'est qu'aujourd'hui, quand on est en consultation et qu'on voit le patient, on peut lui dire, avant de lui faire ses biopsies, quelle va être la probabilité, en fonction de ce score donné par le radiologue, quelle va être la probabilité d'avoir des biopsies positives. Enfin, s'il a un score à 5, on voit tout de suite que la probabilité est de l'ordre de 90%. S'il a un score à 3, la probabilité est de l'ordre de 20%, et s'il a un score à 2, jusqu'ici, on n'a pas eu de patient qui avait des biopsies qui étaient positives. Et là, ça change complètement le soin, aujourd'hui, de ce qu'on peut dire à un patient qui va avoir des biopsies de prostate. Ça me fait plaisir d'en parler devant des experts. En pratique, en conclusion, donc 2 à 3 carottes dirigées vers une cible IRM supérieure à 3 permettent de diagnostiquer plus de patients présentant un cancer cliniquement significatif que 12 carottes standards. L'autre chose, c'est qu'à partir du moment où on enregistre ces données, on peut fusionner des séries de biopsies différentes, réalisées même à plusieurs mois d'intervalle. C'est ce qui est visualisé ici sur l'écran. Ici, un patient en décembre 2010, une première série de biopsies. Et puis, on a dû lui en faire une autre en mai 2011. Il ne pouvait pas avoir d'IRM. Et vous voyez en bleu la série sur l'image de droite. Vous voyez en bleu les biopsies réalisées en décembre 2010. Et en mai, celle réalisée, en vert, celle réalisée en mai 2011. Voilà.
C'est ma conclusion, c'est que la cartographie des biopsies échographiques 3D par voie transrectale est faisable. Ça permet d'enregistrer la localisation précise de chaque prélèvement, d'améliorer la répartition et d'apporter un contrôle qualité par la documentation de chaque cas. Et que la fusion IRM, échographie 3D, permet de guider les biopsies dans les zones suspectes afin de réduire le nombre de prélèvements. Bien sûr, des études multicentriques sont nécessaires pour apporter des preuves supplémentaires à ces premières études cliniques. Toujours est-il qu'aujourd'hui, ce dispositif qui a été développé en France, conçu en France avec de l'argent public français, est vendu dans 40 centres dans le monde, en Europe, aux États-Unis, au Japon, dans des centres très prestigieux aux USA, et que plus de 10 000 patients en ont bénéficié. Voilà, merci. Merci Pierre pour cet exposé qui est un des aboutissements de ton travail depuis de très nombreuses années, puisque le motif et la ligne que tu suis, c'est contrôle qualité, c'est sur cette dernière diapositive. Il se trouve que parallèlement à cette recherche qui a commencé il y a plus de 10 ans, l'IRM, comme tu l'as très bien dit dans une des premières diapositives, l'IRM a fait elle aussi un bond. Et qu'aujourd'hui, on ne va pas aborder ce sujet ici, aujourd'hui la question c'est dans quel ordre fait-on les choses, et on ne va pas polémiquer sur le sujet, mais c'est vrai que quand on voit les prouesses de l'IRM, on a tout à fait envie de commencer par l'IRM et de finir par une cartographie précise en 3D. Est-ce qu'il y a des questions de nombreux urologues donc. Oui, François Dubois. Je ne suis pas urologue. Que pensez-vous de ceux qui estiment que ces biopsies prostatiques peuvent être faites par des techniciens non médecins? C'est le sens du vent, entre guillemets, c'est-à-dire que ça fait la jonction avec cette diapositive. Actuellement, il y a des développements de robots qui peuvent être opérés par... Oui, c'est ce que je dis, qui peuvent être opérés par une infirmière ou quelqu'un d'autre, où en fait le radiologue signifiera la cible, et le seul job à faire, ça sera de placer la sonde endorectale, geste qui peut probablement être réalisé par une infirmière. On a un problème de qualité. Pierre l'a montré très bien. Nous tous, et parmi les plus anciens, quand on faisait les biopsies au doigt sans échographie, on était très mauvais. Quand on a commencé à faire les biopsies avec échographie, on pensait qu'on était très bon, on était nettement meilleur, mais les études que Pierre a montrées, on les a fait à la pitié sur ce qu'on faisait, qu'on n'était pas aussi bon que ça. Et c'est sûr que des systèmes intelligents, quand il y a un volume et qu'on doit dire on fait des prélèvements tous les tant de millimètres, il est encore mieux qu'un chirurgien parce qu'il voit exactement et il est programmé pour ça. Et donc, actuellement, dans toute la discussion qu'il y a sur les surtraitements et les surdiagnostics, il est sûr que si on biopsie toujours au même endroit et que c'est positif ou que c'est négatif, ça a des conséquences vis-à-vis du malade qui peuvent être très néfastes. Donc, probablement, l'évolution ira vers plus de machines pour avoir des qualités de résultats meilleures. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi vous sur... Vas-y, je laisse à François. Bien, donc nous allons passer à la communication suivante de Pierre Connor sur la tolérance et l'efficacité de la thérapie focale par ultrason à haute intensité en première intention dans le cancer de prostate localisé. Tout ce que Pierre Moser vous a montré, ça a un intérêt précis, c'est que maintenant on arrive par l'IRM et par les biopsies de dire le cancer fait tel volume et est à tel endroit. Et ce qui fait que maintenant, comme on a fait pour le cancer du rein, où avant on faisait des néphrectomies élargies, même s'il y avait un cancer qui faisait que 3 cm ou 1 cm de diamètre, et maintenant on fait depuis déjà plusieurs années des chirurgies conservatrices, au niveau du cancer de la prostate, à partir du moment où on peut localiser la tumeur et qu'on a des nouvelles technologies qui permettent d'apporter des agents physiques ou autres différents, on peut peut-être faire des traitements plus localisés. Donc les découvertes sur le plan diagnostique et topographique entraînent des conséquences sur le plan thérapeutique. Et comme d'autre part, toutes ces thérapeutiques à base d'ultrasons, de laser, quelles que soient les techniques,
sont des techniques qui entraînent beaucoup moins d'effets secondaires, notamment sur le plan de l'incontinence et peut-être sur le plan des érections, on peut être amené à changer de la discussion actuellement de dire le cancer de la prostate, il ne faut pas le traiter, il ne faut pas le dépister, à le cancer de la prostate, il faut peut-être de temps en temps le traiter, mais en le traitant, il ne faut pas faire des traitements radicaux, il faut faire des traitements ciblés, exactement comme on a évolué pour le cancer du rein en urologie et pour d'autres cancers dans d'autres pathologies d'organes pleins. Ça y est, j'ai rempli le trou, le vide. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les biopsies en attendant ?